Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast de La Visiteuse. La Visiteuse, c'est moi, Aude Compin. Je suis une sorte de visiteuse professionnelle qui a fait de sa passion son métier. J'aide les sites touristiques et culturels à améliorer leur accueil du public et à valoriser leur histoire. Dans ce podcast, je partirai à la rencontre des femmes et des hommes que je côtoie au quotidien, entre musées, sites archéologiques, parcs d'attractions, châteaux ou vieux gréments, pour qu'ils me confient leurs propres histoires de découvertes, de voyages, de visites. Des histoires qui viennent de l'enfance ou de l'âge adulte, des histoires personnelles ou professionnelles. Vous découvrirez ce qui les anime, ce qu'ils viennent chercher et ce qu'ils y ont réellement trouvé. Nous apprendrons ensemble comment ces découvertes, comment les émotions qu'elles ont provoquées, ont façonné la personne qu'il ou elle est devenue, tant à titre personnel que professionnel, dans quelle mesure cela influence leur vie aujourd'hui, et comment parviennent-ils à rester encore des visiteurs. J'espère que ce podcast vous donnera l'envie à votre tour de découvrir, voyager, rencontrer, être curieux, bref, de devenir un visiteur ou une visiteuse. Aujourd'hui, je suis en visite chez François Head. François est un visiteur chevronné et exigeant. Cet étudiant qu'il a découvert le plaisir de vivre et de partager le quotidien d'autres cultures, notamment lors de séjours en Amérique du Nord. De retour sur le sol français, son parcours professionnel témoigne de ce goût pour l'autre, sa culture, ses coutumes. Il a en effet pour fil rouge l'attractivité des territoires et l'animation des hommes et des femmes qui le font vivre. Il a essentiellement travaillé au sein de structures publiques ou semi-publiques. Toujours, il a œuvré pour raconter des histoires de qualité au grand public. Ainsi, lorsqu'il était membre de l'équipe de direction du parc d'attractions Vulcania, en Auvergne, l'une de ses plus grandes satisfactions était d'observer les visiteurs en fin de journée quitter le parc, voir leurs yeux briller et écouter leurs conversations enthousiastes. Après une escapade à Grenoble, à la direction d'Alpexpo, François est aujourd'hui de retour en Auvergne. Désormais à la tête de sa propre aventure entrepreneuriale, il offre son expertise et son réseau à celles et ceux qui accueillent le grand public sur des expériences touristiques et de loisirs. Son leitmotiv, l'expérience visiteur. Son enjeu, l'émotion. Je vous propose, dans l'épisode qui vient, de vous faire rencontrer l'un de ces acteurs qui œuvrent toujours uniquement en coulisses, qu'on ne voit jamais, et qui, depuis leur bureau caché, créent la magie. Je vous propose aussi de rencontrer une personnalité amoureuse de l'Auvergne, tout autant discrète qu'engagée, qui commence tout juste à écrire une nouvelle page de sa propre histoire. Bonjour François. Bonjour. Merci de m'accueillir. Merci à toi. Je te propose de commencer immédiatement en entrant dans le vif du sujet. Es-tu toi-même un visiteur ? Et si oui, quel type ? Oui, je suis un visiteur, j'aime voyager, j'aime découvrir. Après, je suis un visiteur à différentes facettes, parce que ça dépend avec qui je visite. Selon que les visites sont en famille, ou on cherche le partage, selon que c'est des visites, parfois quand je suis en déplacement professionnel aussi, on peut prendre le temps de visiter, même si c'est furtif. Et puis voilà, donc je suis un visiteur qui a des envies très disparates. Et alors justement, plutôt musée ou parc d'attractions ? Ville ou nature ? Je dirais plutôt de plus en plus nature, parce que j'aime découvrir les paysages et que la nature est toujours extrêmement riche et introspective. Les musées, j'avoue que j'y vais aussi en famille surtout, parce que c'est un lieu pour aider les enfants à grandir. Et puis en famille, ma femme aussi aime beaucoup qu'on découvre les musées. Après, il y a des musées que moi j'aime bien, d'autres que j'aime un peu moins. J'aime beaucoup les musées où il y a de l'émotion, les musées de peinture, découvrir des choses qui vous font voyager plus que les musées à vocation historique. Et puis les parcs d'attractions, oui, j'en ai vu beaucoup parce que à la fois ça correspondait à une curiosité professionnelle et puis aussi parce que c'est des univers qui sont très agréables à partager en famille. Et dernière petite question sur ce visiteur que tu es. Plutôt sac à dos et randonnée ou plutôt train, avion, voiture ? Alors cadré. plutôt train, avion, voiture, même si parce que c'est plutôt le contexte familial qui le fait. Après, j'ai fait beaucoup quand j'étais gamin, le sac à dos, les refuges, etc. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire. D'accord, je te remercie. Alors, on va entrer un peu plus dans ta vie et personnelle et professionnelle. L'idée, c'est justement de découvrir le professionnel que tu es à travers ta propre histoire.
Toi qui aimes raconter des histoires aujourd'hui dans le cadre de ton travail, et tu me l'as dit un petit peu en off finalement aussi, à tes heures perdues face à un écran, est-ce que tu as identifié un fil conducteur au long de toutes ces visites que tu as faites et aimées ? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un trait commun, une caractéristique qui les relie entre elles ? Je pense que la caractéristique, elle est liée, c'est ce que tu évoquais en introduction, à l'émotion. L'émotion, elle peut être la nature, évidemment, parce que la beauté de la nature, les paysages, il y a une diversité qui est incroyable, parce que un même paysage, en fonction des heures de la journée, en fonction des saisons, peut nous faire voyager différemment. Mais tout ce qui est graphique, parce que finalement, moi, j'aime beaucoup faire de la photo, j'aime beaucoup faire de la vidéo. Donc c'est vrai que le regard se porte sur des choses qui peuvent paraître peut-être inintéressantes pour les uns, mais qui pour moi me parlent parce que ça m'émeut. Et puis il y a j'aime beaucoup aussi observer, regarder, sentir un site respirer. Tu m'avais évoqué à un moment le concept que j'ai beaucoup apprécié, d'émotion instantanée. Oui, c'est comme quand tu es face à un tableau. Moi, quand je fais des musées, des fois, je vais souvent beaucoup plus vite que ma femme, par exemple, parce qu'elle va lire le petit écriteau à côté, parce qu'elle va prendre le temps d'observer. Moi, je vais être dans l'émotion instantanée. Ça me plaît pas, ça me parle pas. Si ça me parle, je vais peut-être rester un peu plus longtemps. Mais c'est pas parce que je reste pas longtemps que ça m'a pas transporté, voyagé. Et puis, oui, c'est ça. Alors, je sais pas si c'est le fait que j'aime beaucoup la photo qui fait qu'on a besoin de figer un moment, de cligner les yeux comme si on appuyait sur l'appareil. Mais je pense que dès lors qu'on aime la photo ou l'image, forcément, on capte ces moments-là parce que le regard devient plus aguerri, ou en tout cas plus curieux, ou voilà, on se nourrit de choses qui finalement, je le vois des fois dans les photos, hein, il y a des photos que moi j'adore, et puis pour d'autres, elles ne parlent pas forcément. Voilà, c'est ça que j'appelle moi l'émotion instantanée. Alors si on va continuer dans l'introspection, en remontant justement un petit peu le temps et en essayant de retrouver ta première émotion instantanée, est-ce que tu as le souvenir de cette première émotion, de ce premier souvenir de visite, enfant ou jeune, la première fois que vraiment tu as ressenti cette émotion qui aujourd'hui guide tes pas? C'est une question intéressante parce que elle est spontanément pas facile c'est pas facile spontanément d'y apporter une réponse. Après, quand on y repense un peu, il y a plein d'images qui viennent et du coup il y a même une profusion d'images. On a du mal à en choisir une. Je dirais qu'il y a peut-être, pour avoir fait ce petit voyage grâce à toi, je dirais qu'il y a des images d'enfance qui sont plutôt des images de paysages où j'ai pu jouer, parce que ça, notamment, je pense, là où habitait mon arrière-grand-mère, il y avait une tour, c'était à Piégu. Finalement, autour de cette tour, vous pouvez jouer au chevalier, enfin, c'était... génial. Donc tu avais l'environnement qui se prêtait au jeu. Après, sur les voyages à l'étranger, ce que j'ai pu, c'est peut-être des odeurs ou des dépaysements, notamment quand on était allé en Allemagne avec mes parents sur les petits déjeuners avec de la charcuterie, des choses comme ça. Donc c'est des goûts différents, c'est des modes de consommation différents. Donc c'est des surprises. Et finalement, je trouve ces deux-là sont symboliques, surtout sur le fait d'être dans un environnement qui permet de rêver, enfin de s'amuser, et puis après d'être dans celui de la découverte d'une façon de vivre différente. Oui, mais ce que j'aime bien dans tout ce que tu racontes, finalement, c'est qu'à chaque fois, tu évoques plus d'un seul sens. Toutes tes descriptions font appel quasiment aux 5 sens. C'est le goût, c'est l'odorat, c'est la vue, c'est aussi un 6e sens d'impalpable quand on joue au chevalier autour d'une tour. On ne sait pas pourquoi ça nous transporte, mais ça nous transporte. Finalement, je trouve que le voyage, alors qu'il soit lointain ou de proximité, ou... même une balade d'1 heure, hein, c'est ça, c'est que ça réveille tous nos sens, et puis ça nous enrichit. Et alors, dirais-tu que tu es le visiteur d'une seule visite? Tu as besoin à chaque fois de renouvellement? Ou est-ce qu'il y a quand même des lieux dans lesquels tu aimes justement retourner? Et si tu y retournes, est-ce que tu y recherches la même émotion, ou est-ce que tu cherches à découvrir autre chose? Est-ce que tu es un fidèle, ou est-ce que tu es plutôt un découvreur? Moi, je serais plutôt un découvreur. Je vais être un fidèle plutôt dans le tourisme de proximité, le tourisme du week-end, quand on part pas et qu'on va aller se promener. Enfin, quand on vit en Auvergne, c'est vrai que forcément, on est infidèle à certaines balades, on a ses habitudes. Alors, je sais pas si c'est du voyage ou du tourisme, mais c'est vrai que dans les régions où on vit, on a la chance, chaque fois qu'on va se promener, de faire un voyage.
Quand tu vas dans le Sancy, il suffit de... Voilà, quand tu abordes le Sancy, c'est le dépaysement est total. C'est la terre du milieu. Voilà, c'est la terre du milieu. Donc, je veux dire, l'émotion est extraordinaire toujours sur cette route-là, même si finalement c'est une balade du dimanche, quoi. Après, non, moi j'aime pas retourner là où j'ai été, si ce n'est qu'effectivement depuis plusieurs années je vais à Oléron, mais parce que c'était pratiqué avec les enfants et puis parce que c'est plus un temps convivial en famille avec des amis. Mais après, pour le voyage, c'est toujours aller vers de nouveaux territoires. Sauf parfois, la dernière fois que je suis allé aux États-Unis, je suis retourné à Philadelphie où j'avais été vendeur de glace il y a longtemps quand j'étais étudiant. Donc il peut y avoir quelques voyages comme ça qui sont des retours bien des années après sur des endroits où on a vécu des émotions. Mais sinon, non, c'est toujours découvrir de nouveaux pays. Et ce retour justement aux États-Unis, tu as retrouvé ce que tu avais ressenti quand tu étais plus jeune? Tu as été agréablement surpris ou au contraire C'est un peu... Oui, cette période-là avait été riche pour moi en termes d'expérience. Donc là, c'était un rigolo de revivre certains, de retourner à l'université où je logeais, dans une fraternité, de revoir ces rues que j'ai pu arpenter différemment qu'avec un regard touristique. J'ai bien aimé. Ouais. Oui, parce que tu m'avais dit, je crois, que tu avais vécu finalement de l'intérieur la vie américaine. J'ai vécu pendant 2 mois à Philadelphie dans une fraternité. Je vendais des glaces. Donc j'avais mon petit camion et je me baladais dans les quartiers à la rencontre des gens pour leur vendre des glaces. Et c'est vrai que c'était une immersion dans la vie américaine. Et c'est vrai que le fait notamment d'être itinérant, d'aller de quartier en quartier, d'entreprise au moment de la pause, de bureau ou de garage, d'aller aux écoles, c'était forcément des rencontres et une immersion dans la vie américaine au quotidien, et puis en plus dans des quartiers très différents. Donc ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup dans mes voyages aujourd'hui, c'est le fait d'être vraiment immergé dans le quotidien et de ressentir la façon dont les gens vivent. Parce que effectivement, quand on voyage, on va voir des paysages différents, des villes différentes. C'est pour ça que j'aime bien aller à l'étranger, c'est pour sortir de mon cadre. Maintenant, ce qui me manque toujours, c'est le fait de pas d'être un spectateur. Je ne peux que te comprendre. Depuis toute petite, je me dis que je voudrais avoir une vie pour vivre à chaque endroit du monde. Ça ne veut rien dire, mais c'est ce que je me suis un jour imaginée petite. Parce que on effleure la surface quand on voyage. C'est déjà merveilleux, mais on effleure la surface de ces vies qui nous sont totalement étrangères et différentes. Et bon, c'était pour partager, mais je comprends tout à fait ce que tu ressens. Quand tu voyages justement dans ces lieux, est-ce qu'il y a quand même des petites choses, comment dire, des lieux que tu ne manques jamais de visiter, des moments que tu prévois systématiquement? Est-ce que tu recrées des petits rituels de visite, de parcours, dans la découverte totale? Il n'y a pas forcément de rituel récurrent. En tout cas, alors les voyages à l'étranger sont des voyages en famille. On les prépare avec ma femme. Et c'est vrai que ma femme, elle a cette habitude aussi que je trouve très agréable. C'est les guides pour les enfants. Découvrir une ville à travers le regard des enfants. Et ça, c'est passionnant parce que ça nous fait sortir souvent des sentiers battus et découvrir. Donc, c'est des idées de circuits où on marche en ville, mais on sort des classiques. Je me souviens à New York, on avait fait ça dans Greenwich Village et puis on est tombé sur une boutique dans une petite rue qui vendait des jeux d'échecs. Finalement, on est rentré dans la boutique, puis au fond de la boutique, on pouvait jouer. Donc on s'est installé là, on a joué, et puis après, c'était une ambiance extraordinaire. Et ça, j'ai autant d'émotions sur ce magasin où j'ai passé 1 heure à jouer aux échecs avec mes fils que la Statue de la Liberté ou d'autres sites qui sont considérés comme iconiques, qu'il faut avoir dans ces photos de retour, alors qu'on passe à côté de plein de choses qui peuvent être très authentiques. Donc ça, j'aime bien ce côté. Pour ça que j'aime bien aussi, moi, flâner, marcher. Des fois, ça fait couiner les enfants, mais c'est aussi parce que moi, ça me nourrit en termes de regard. Donc ça, j'aime bien.
Et puis sur les musées, la préparation des musées, choisir celui qui va être partageable en famille. Oui. Donc ça aussi, ça fait partie quand même des points pour soit il y a des musées qui sont importants parce qu'ils ne sont que là, même si la thématique est générale, enfin, je veux dire, elle est universelle. Ou alors parfois, je me souviens d'un musée aux États-Unis sur la route 66 où c'était le thème c'était le western, toute la culture western. Donc ça c'était là on est plus dans de l'authenticité, une adéquation entre un site et son environnement. Mais c'était drôle de voir des peintures qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui étaient une éloge au Far West. C'était passionnant. Mm-hmm. À l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas du tout, voire que tu fuis? J'aime pas du tout le monde. Donc ça, c'est parfois compliqué. J'ai horreur de ça. J'aime pas les poncifs. C'est-à-dire qu'il y a des fois des trucs où on me dit, ok, c'est pas parce que tout le monde dit qu'il faut le faire qu'il faut y aller. Et puis, j'aime pas les boutiques. Pour pas dire que j'ai horreur de ça. Voilà. Oui, mais j'en connais un autre comme ça. Mais c'est les moments où on se sépare et où tu peux justement aller flâner et suivre ta propre route. Et si j'aime pas les boutiques, ou je dirais j'aime de moins en moins les boutiques, parce que de plus en plus les boutiques sont là aussi universelles. Donc finalement, ça sert à quoi d'aller à New York dans un alors je sais pas si c'était une marque, mais dans un magasin, alors que t'as le même à Paris, t'as le même en Allemagne, t'as le même partout, ou de voir ces enseignes qui sont internationales. Donc finalement, c'est pas on parlait d'émotion instantanée tout à l'heure. Elle peut, quand tu rentres dans un magasin, dans une boutique de jeux d'échecs avec vraiment quelque chose qui est intemporel, tu te croirais rentrer dans un autre monde. Là, il y a de l'émotion, parce que dans la déco de la boutique, dans ce qui est exposé, dans la façon dont c'est appréhendé, il y a plein de choses. Après, dans une boutique de vêtements qui apparaît dans tous les pays, je trouve que c'est du temps gâché. Ah, mais alors c'est intéressant parce que finalement, je vais peut-être te mettre face à une contradiction, mais comment tu appliques ça ensuite dans ton métier? Parce que la standardisation, c'est aussi rassurant. C'est aussi ce qui fait que le visiteur a moins peur, se sent bien. En tout cas, il a des repères. Entrer dans la petite boutique au fond de Greenwich Village et aller jouer aux échecs, je suis pas sûre que tout le monde entre dans la boutique et aille jouer pendant 1 heure aux échecs. Comment tu combines, on va dire, comment tu fais vivre ensemble, comment tu harmonises tes goûts personnels avec quand même une obligation d'être rassurant vis-à-vis des visiteurs dans ta profession? C'est une question effectivement extrêmement intéressante. Je pense que l'émotion que j'ai vécue dans ce magasin, dans cette boutique de jeux d'échecs, beaucoup auraient partagé la même. Donc le vrai enjeu dans la standardisation, c'est comment tu amènes les gens vers ce chemin-là. Et finalement, si ce magazine qui propose des parcours pour enfants a du succès, c'est parce que ce qu'il propose est pertinent. Un peu comme le guide du routard, dont la ligne éditoriale, c'est d'aller là où personne ne va, mais finalement, ça devient aussi un standard. Donc je pense que la standardisation, elle est dans le chemin, et qu'après, ce qui fait la différence, c'est l'émotion qu'on fait partager. Donc c'est là où tu as la différence entre le parcours client et l'expérience client. C'est-à-dire pour moi, le parcours client doit être rassurant, il peut être standardisé parce qu'il a ses habitudes. Oui, le consommateur peut être formaté, ou en tout cas, il est ancré dans des habitudes de consommation. Par contre, après, l'expérience, c'est ce qui fera la différence. Et elle peut être là aussi, travailler avec des standards, mais plus elle sera spécifique au site, plus elle générera de l'émotion, plus elle générera du souvenir. Et le souvenir, la fin du voyage, c'est le début des souvenirs. On retiendra cette phrase. Alors, j'ai un petit peu bifurqué de ce que j'avais prévu, mais je te remercie beaucoup parce que c'est extrêmement intéressant et ça fait évidemment écho aussi au travail que je mène tous les jours avec mes clients et mes partenaires. Est-ce que tu as justement des éléments en particulier, au-delà de ce qu'on vient de se dire déjà, que tu essaies de recréer, d'implanter à chaque nouveau projet professionnel, dans le service, dans la médiation? Est-ce qu'il y a des réflexes, des choses que tu aimerais nous partager justement sur les bonnes pratiques finalement, les choses qui pour toi sont des indispensables? Alors, dans l'expérience que j'ai pu vivre, notamment à Vulcania, où on s'est repositionné sur apprendre en s'amusant,
il y a deux logiques. D'abord, il y a l'exercice de la médiation, qui est un exercice compliqué, mais qui est un exercice très identitaire. Et puis après, il y a le chemin de l'expérience. C'est-à-dire que je pense que ce qui est important pour un client, en tout cas pour un visiteur, ça va être, dans les standards qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le service. C'est-à-dire que tout ce qui est lié au service, l'accueil, le parking, les caisses, la fluidité aux caisses, la propreté des sanitaires, des sites, des choses comme ça, enfin, le sourire des personnels, le conseil adapté, la qualité de la restauration est adaptée au temps qu'on veut y consacrer, au budget qu'on peut avoir, etc., etc. Toutes ces choses-là sont des éléments très importants à bien marketer, à bien travailler, à bien suivre, parce que c'est tout ce qui va nuire à l'expérience si c'est pas bien fait. Par contre, après, l'expérience, elle est particulière dans le monde du tourisme ou dans les univers de parc parce qu'elle peut être soit très formatée, mais en même temps, elle est aussi, c'est un peu comme un film, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments, un film, on a beau faire tout ce qui est prévu, puis ça marche pas, alors qu'il y a des fois, on fait des choses un peu particulières, puis ça marche. Donc, il y a un moment où il y a cette rencontre avec le public. Dans les univers des parcs de médiation, le gros enjeu, c'est il y a quelqu'un, enfin, Dominique Hummel, qui était le patron du Futuroscope, utilisait cette métaphore en disant le cœur, le corps pour toucher l'esprit. Ou ça peut être l'émotion ou la sensation pour véhiculer de la connaissance. C'est comment on devient identitaire grâce à son contenu. Et toute la façon de construire des expériences, ça peut être d'utiliser des choses qui fonctionnent très très bien, mais de leur donner une identité qui soit forte. Je pense que c'est là, après, qu'on peut faire la différence. Et comment tu fais ce travail sur l'identité, justement ? Parce que c'est là qu'est l'enjeu. Et moi, je me rends compte, dans tous mes projets, souvent, j'aurais envie de parler de Disneyland. Parce que Disneyland est un exemple en la matière. Et quand je commence à l'évoquer, on me dit surtout « Non, prenez ça, ne le dites pas, non, choisissez un autre exemple. Oh là là, non, c'est tabou. » C'est sale d'utiliser l'exemple de Disneyland. Et pourtant, il n'y en a pas de plus fort et de plus puissant au monde depuis 80 ou 100 ans. Enfin, non, pardon pour Walt Disney, mais au moins 60 ou 80 ans, oui. Parce que je pense que sur Disneyland, et c'est pareil dans les autres secteurs, moi, où j'ai pu travailler, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans les secteurs d'activité des acteurs qui sont référents. C'est-à-dire qui formatent. Aujourd'hui, par exemple, sur la réservation hôtelière, il y a Booking qui va formater le parcours client, le tunnel de commande, si je puis dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux réserver une chambre d'hôtel, si tu trouves pas un site où tu as la disponibilité instantanée, la possibilité de payer tout de suite, le fait de voir des photos, d'avoir des avis, si t'es pas dans ces normes-là, tu es invisible sur le marché. Donc ça veut dire que ça formate l'expérience client. C'est pas pour autant que tous les hôtels sont les mêmes. Et je pense que dans le monde du tourisme, et notamment dans le monde des parcs, moi, le constat que j'ai fait, c'est que forcément, Disney formate les consommateurs. Alors, formate, le mot est peut-être... le mot peut être péjoratif, mais je veux dire, il faut pas le prendre de façon négative. Il leur donne des habitudes de consommation, il leur donne des habitudes servicielles, il leur donne des habitudes de qualité de service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur des choses basiques comme la billetterie en ligne, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de billetterie en ligne, il est complètement hors marché. Donc, ce qui est important sur les leaders du secteur, c'est de voir comment ils génèrent des habitudes de consommation, des habitudes de service, ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire la même chose en termes d'offres. Mais aujourd'hui, ce que j'ai appelé tout à l'heure le parcours, il donne des standards de parcours. Oui. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et par contre, on peut être totalement maître de l'expérience. Mais il ne faut pas oublier que, comme ils donnent des standards, si je prends l'exemple des parcs où j'ai pu, moi, travailler, il faut quand même se dire que quasiment, vous avez 7 visiteurs sur 10 qui ont vécu l'expérience Disney. Donc forcément, quand ils viennent chez vous, ils ont des attendus. Si ces attendus, qui leur semblent être les normes du secteur, vous n'êtes pas à niveau, ça veut dire que déjà, vous créez de la déception avant même qu'ils aient vécu l'expérience. Si vous êtes à niveau, votre expérience, elle va être perçue et ressentie de façon très forte. Et après, oui, il ne faut pas faire du copier-coller sur l'expérience, parce que sinon, là, après, on a une différence de moyens et ça ne peut pas fonctionner. Et c'est pas ce que le visiteur veut. Quand il vient, notamment en Auvergne, il cherche du dépaysement, il cherche du volcan, il cherche des choses comme ça, il faut lui apporter.
Mais voilà, c'est la notion de service. C'est-à-dire que si on prend d'autres univers, aujourd'hui, une voiture sans GPS, sans fermeture automatique des portes ou des choses comme ça, enfin, il y a des choses qui n'existaient pas il y a 10, 15 ans, qui sont devenues aujourd'hui des incontournables. C'est en ça que prendre des acteurs référents sur le secteur, d'analyser ce qu'ils font, de voir comment ils se positionnent sur le marché, sur ce que j'appelle le chemin serviciel, c'est fondamental. C'est ça en fait, c'est qu'il faut prendre exemple sur les référents au niveau de ce qui est structurant et ensuite personnaliser cette fameuse expérience. Oui, tout à fait. Et le structurant se mettra au service de l'expérience. Oui. Et ça vaut pour le parcours client, ça vaut pour la communication aussi. Vous avez des sites qui ont une telle puissance financière, une telle présence en matière de communication, que là aussi, ils formatent des codes. Si vous n'êtes pas dans les codes, vous n'êtes pas dans l'univers. Ce qui ne veut pas dire que vous devez faire la même affiche. Mais je veux dire, moi, dans l'univers des parcs, il me semble que les affiches de communication, elles étaient toujours faites d'images. D'abord, c'est dynamique. C'est projectif, c'est-à-dire qu'il y a souvent le visiteur qui vit son expérience qui est à l'affiche. Alors je parle là de moments où j'étais actif dans ce métier-là en termes de communication. Hein. Et puis vous avez ce côté, je me projette. Bon, une affiche qui sort de ces codes-là, elle peut complètement sortir pour le visiteur de la perception que tiens, vous êtes dans cet univers-là. De la même façon que quand on achète des parfums ou des voitures ou des choses comme ça, vous avez des codes qui font que si vous n'êtes pas dans ces codes-là, vous n'êtes pas perçu comme étant un acteur de l'univers. Même si dans cet univers-là, vous avez une offre très identitaire, spécifique à vous, qui fait que votre affiche, elle ne va pas ressembler du tout à celle de votre concurrent, mais dans les codes, elle va être construite sur les mêmes bases. Quand tu évoques l'identité, finalement, c'est l'histoire qu'on raconte. L'identité, c'est l'histoire qu'on raconte, c'est la façon aussi dont les gens nous perçoivent, et c'est l'adéquation entre la perception et la réalité. Et puis ça peut être aussi la perception entre... c'est notamment toujours compliqué dans les sites qui font de la médiation, d'être perçus comme des sites où on s'amuse. Oui, ça c'est un exercice... J'allais utiliser un terme pas très poli, mais compliqué. C'est un exercice compliqué, et c'est un exercice qui demande de bien comprendre les mots qui parlent aux visiteurs, la façon dont ils interprètent les mots, et puis la façon dont ils ont besoin peut-être aussi d'être rassurés sur l'expérience qu'ils vont partager en famille. Au moment où ils feront leur visite. C'est cette tenaille dans laquelle on est prise en permanence entre effectivement le visiteur d'un côté, le scientifique de l'autre. Le scientifique nous demande de ne pas galvauder, le visiteur nous demande de vulgariser, et nous au milieu on doit vulgariser sans galvauder, tout en espérant qu'il y ait quand même un peu d'émotion à la fin, parce que... C'est là où je trouve que la notion de sensation-émotion au service de la connaissance, elle est importante, et elle n'est pas liée au parc d'attractions. Quand on... Et tu disais tout à l'heure dans l'introduction, ce que j'aimais, c'était voir le sourire des enfants. Moi, ou le regard pétillant des visiteurs quand ils quittent. Ce qui était intéressant aussi, c'est quand tu lances une animation, quand les enfants posent des questions à leurs parents en sortant, c'est que tu as gagné. Parce que ça veut dire qu'il y a une différence aussi de se dire où je me positionne. Est-ce que je suis un transmetteur de connaissances ou est-ce que je suis un éveilleur de curiosité ? Voilà, et alors ça c'est des choix de positionnement, mais le problème de la médiation, c'est que parfois il faut donner envie d'en savoir plus, parce qu'on peut pas tout dire. On peut pas tout dire. Et puis après il y a le chemin pour le faire, et le chemin pour le faire, c'est celui qu'on évoquait tout à l'heure, c'est toujours le chemin de l'émotion. Et l'émotion, elle peut passer par l'image, elle peut passer par le discours, elle peut passer par des sièges qui bougent. Et c'est pas parce qu'on met des sièges qui bougent qu'on fait pas de la culture. Simplement, c'est utiliser les registres d'aujourd'hui pour être des transmetteurs de connaissances, et puis pour que les gens passent un bon moment. Ça m'évoque des souvenirs de collège et de lycée, et c'est vraiment la différence entre le prof dont on se souvient et le prof dont on se souvient pas. C'est le cours qu'on a appris, à la fin du cours, on avait déjà tout retenu, parce que le prof nous avait embarqué dans quelque chose. Et puis les cours qu'on a eu beau répéter et apprendre comme des perroquets, on n'a jamais... Oui, c'est le fait de... Moi, je me souviens de quand j'étais étudiant, d'avoir découvert le Parlement à Ottawa.
La visite ça se terminait en plus par un spectacle. C'était extraordinaire de se dire, je suis dans un truc qui est quand même institutionnel, qui a une histoire, qui a une histoire, mais qui était racontée sous forme d'histoire. Et la visite était passionnante. Donc c'est comment on fait rentrer le visiteur. C'est comme dans un film, quoi. À un moment, tu rentres ou tu rentres pas. Si tu rentres pas, c'est mort. Si tu rentres, c'est gagné. Ben, c'est comment on le fait rentrer. Et comment on le fait rentrer, qui plus est. Alors après, ça dépend des univers, mais quand on le fait rentrer en famille, il faut penser aussi à cette notion de partage. On partage un moment ensemble. Donc il faut éviter d'être trop segmentant, d'être trop simpliste, ou avoir les doubles lectures. On le voit ça dans certains films, notamment des films de Pixar qui savent cibler les enfants et cibler les parents avec des références très différentes. C'est vachement intéressant parce que finalement, ils arrivent à faire partager une émotion commune, mais en touchant des registres différents. Enfin, on a beaucoup parlé de la famille parce que c'est vrai que le voyage, il s'exerce souvent en famille. Et puis c'est vrai aussi que les enfants sont souvent des éléments de motivation pour choisir une destination. Alors, c'est encore plus vrai dans le cadre des parcs. Cette notion de partage, elle est fondamentale. Dans mon travail, je me dis souvent, il faut être facilitateur pour les parents. Parce que finalement, le vrai médiateur, au final, ce sont les vrais médiateurs, pardon, je parlais français, ce sont les parents. Parce qu'effectivement, les questions, les enfants ne vont pas les poser à la personne du musée ou du parc, ils vont les poser à leurs parents. Oui, et la difficulté qu'il peut y avoir, par exemple, dans des musées, souvent, c'est qu'ils s'adressent trop aux parents, pas assez aux enfants, ou qui facilitent pas, comme tu dis, ce travail de médiation, ce travail de découverte des enfants. C'est pour ça que moi, je trouve toujours très intéressant dans les musées où il y a des parcours pour les enfants. Je me souviens, à New York, on avait fait une visite dans un musée, puis ça s'est terminé par des ateliers. Les enfants ont dessiné, et c'est assez singulier de se dire, tiens, je suis là, je suis à l'étranger, je passe 1 heure à faire des dessins, mais parce que le contexte était là, parce que l'accompagnement était là, et puis ça reste un souvenir fort. Alors qu'on était enfermés dans une salle. Donc c'est ce chemin et puis les enfants ont appris vachement de choses à travers ça. C'est toutes ces techniques-là qui sont vraiment intéressantes à développer et qui reposent toutes sur l'émotion partagée. Parce que quand le parent est médiateur, c'est bien, mais il faut pas que ça soit un poids pour lui parce qu'il est aussi là pour s'amuser. Et c'est pour ça que moi je trouve que la visite la plus réussie, c'est celle où chacun en revient satisfait. Parce qu'il a partagé quelque chose ensemble. C'est ce qui est le plus difficile à construire, enfin, dès lors qu'on est dans un site familial. Après, il y a des sites segmentants, mais la problématique est la même. Il faut que je revienne avec la banane et puis des souvenirs. Alors, on vient largement d'entamer cette partie de notre échange sur le fait qu'aujourd'hui, tu es devenu consultant, donc maintenant tu es passé de l'autre côté de la barrière. Enfin, je m'amuse à dire du côté obscur parce que maintenant on est les éminences grises de tous ces lieux-là. Je rappelle que tu proposes donc aux structures qui accueillent du public de réfléchir à leur côté pour améliorer leur stratégie d'accueil, réfléchir aux objectifs, comment on accueille, qu'est-ce qu'on raconte, comment on le raconte. Donc on a largement évoqué ces choses-là. Au-delà des quelques éléments que tu nous as donnés tout à l'heure qui parlent des services structurants, est-ce qu'il y a quelques trucs complémentaires, quelques conseils de base que tu partages systématiquement pour réussir cet accueil ? Je pense que il y a moi dans les choses que j'ai pu voir dans mon expérience, il y a le poids des mots. Le poids des mots choque des photos. C'est extrêmement important parce que moi, j'ai vu des mots qui faisaient peur à des visiteurs, qui fait qu'il y a certaines expériences auxquelles ils n'allaient pas. Et puis finalement, quand tu changes les mots, le taux de consommation de l'expérience augmente. Donc la réalité de ton site, elle est plus globale et le taux de satisfaction augmente. Ça, c'est des éléments qui impliquent à la fois beaucoup d'analyse de la façon dont les gens consomment le site, de la façon dont la satisfaction se structure, pour comprendre parfois pourquoi la note est pas bonne alors qu'il y a des gens qui sont super contents, ou pourquoi il y a des écarts types. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont super contents de certaines choses, puis finalement il peut y avoir malgré tout au final un avis mitigé, mais peut-être parce qu'on n'a pas vécu l'expérience dans sa globalité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement, dans le parcours client, dans le domaine touristique notamment, c'est le parcours aujourd'hui, c'est j'en rêve, j'y vais,
j'y suis, j'en reviens. Et sur chacune de ces étapes, c'est quoi les fondamentaux et c'est quoi ce qui peut concourir à une déception. Dans J'en rêve, il faut bien que je perçoive ce que c'est que le site pour que je n'ai pas une déception quand j'y suis. Le j'y vais, c'est toute la fluidité de la préparation, hein, l'accès à la billetterie, les bons conseils, les conseils personnalisés aujourd'hui, adaptés au type de famille, parce que parfois tu vois des gens arriver qui n'ont pas capté comment faire la visite avec des enfants, etc. Donc ça, c'est des éléments importants. Puis quand j'y suis, aujourd'hui, tu as des choses qui peuvent être catastrophiques pour une visite, c'est l'attente en caisse avant la visite, et ça peut complètement plomber la note, alors surtout sur les journées de grosse fréquentation, donc ça, il faut que ça s'anticipe. Et ça peut s'anticiper, évidemment, avec le nombre de caisses ouvertes, des choses comme ça peut s'anticiper avec les conseils pour dire aux gens, venez pas tel jour parce qu'il y a beaucoup de fréquentation, ou donner des conseils adaptés de consommation. Notamment, le constat qu'on peut faire globalement dans le tourisme, c'est que tu prends des week-ends de 3 jours, alors les week-ends de l'Ascension, les week-ends du Pont de Mai, etc., 3 jours ou 4 jours, c'est toujours, si c'est un week-end de 3 jours, c'est toujours sur le GIR du milieu que tu as le pic de fréquentation. C'est systématique et c'est partout. Si tu arrives à transposer, en fonction de ta fréquentation, 2%, 3%, 4%, 5%, la veille ou le lendemain, tu fais un gain énorme sur la satisfaction du jour du milieu. Voilà, donc ça fait pas. Et ça, il faut pas hésiter à le dire. Parce qu'à un moment, il y a eu ça, c'était dire, je vais pas dire qu'il y a trop de fréquentation, les gens vont pas venir. Non. Ça fait partie de les prévenir, de les conseiller. Leur dire, venez plutôt à telle heure, ou dans des sites où tu as les billetteries de jour, tu peux te dire, tu fais 2 jours non consécutifs, et tu leur dis, venez le dimanche, puis revenez le mercredi, des choses comme ça. C'est-à-dire après, adapter les modalités de visite, soit aux contraintes saisonnières, soit aux contraintes. Alors quand je dis saisonnière, c'est tu vis pas forcément la même expérience en avril qu'en été, à la fois parce que la saison est pas la même, enfin la météo, ou à la fois parce que la fréquentation est pas la même. Après, il y a dans les autres éléments. Enfin, moi, je pense qu'il y a beaucoup de conseils à la visite, et ce conseil, alors notamment dans des sites où il y a beaucoup de flux. C'est les conseils pour éviter les flux, parce que c'est ce que les gens supportent pas. Aujourd'hui, tu vas dans un parc. Je sais qu'aujourd'hui, si je consomme un parc à titre personnel, je vais éviter les jours du milieu sur les week-ends de pont. Et puis, sur un parc, c'est un peu comme dans un supermarché, il y a des circuits qui se font très naturellement, instinctifs. Ce qui fait que tu ouvres, et puis brusquement, tu vas avoir de l'attente à une attraction, parce qu'elle est la première sur le chemin du parcours. Alors qu'il n'y a pas de narration, donc tu peux faire toutes les animations n'importe comment. Donc parfois, le beau conseil à donner, c'est de mettre quelqu'un à l'entrée et de dire « allez au fond ». Commencez par le fond. Enfin, quand j'y parle le fond, c'est-à-dire que c'est sur un parc, il faut que tu ailles tout de suite là où, plus éloigné. Au fond du parc, et faire le parcours un petit peu à l'envers. Et voilà. Donc il y a des petites choses comme ça. Il peut y avoir aussi des conseils sur l'étalement des déjeuners, parce que là aussi il y a des concentrations horaires. Si tu visites, moi par exemple quand je suis à l'étranger, souvent ce qu'on fait en famille, c'est que nous les parents, on prend un bon petit déj, et puis avec les enfants, c'est plutôt un petit sandwich ou n'importe quoi, pour qu'ils aient pas l'impression de pas déjeuner, mais on déjeune pas. Comme ça, d'abord on voit plus de choses. Et puis surtout, on peut aller dans des sites à un moment où tout le monde est en train de déjeuner. Et puis après, tu as les fausses perceptions, notamment si tu prends la perception du week-end, l'été. Je vais surtout pas aller à tel endroit parce que je vais pas y aller samedi parce que c'est plein. Sauf que le samedi, l'été, les gens ils sont sur la route. Donc quand on est quelque part, si tu veux visiter un site très fréquenté, il faut y aller le samedi ou le dimanche. Parce que là, il n'y a personne. Alors que l'idée reçue, c'est « ah non, surtout pas le week-end ». Si tu prends des sites touristiques ou des zones géographiques touristiques où tu as une fréquentation hebdomadaire, on va dire, où les flux saisonniers sont hebdomadaires, enfin, où les flux estivaux, c'est « je passe la semaine là-bas ». En gros, les gens, le samedi, sont sur la route. Le dimanche, ils s'installent. Le lundi, on commence à faire les courses, ils ne bougent pas trop. Et la concentration de visite, c'est le mardi, mercredi, jeudi. Comme dans les stations de ski, le vendredi soir, tout le monde va au restaurant parce que c'est plus pratique pour rendre l'appartement le lendemain. Donc forcément, quelqu'un qui va au restaurant le mercredi en station de ski, il aura plus de facilité à réserver que le vendredi soir. Quelqu'un qui arrive dans une région comme en Auvergne,
Il a intérêt à faire les sites touristiques emblématiques en matière je parle pas des randos, mais les sites qui se découvrent, s'il les fait le samedi ou le dimanche, il prend pas le risque, au contraire, il aura le bonheur d'avoir un flux qui sera peut-être 3 fois inférieur à celui du milieu de la semaine. Mais c'est très intéressant. Alors, c'est très intéressant déjà en tant que visiteuse, donc merci pour tous ces tips qui vont certainement intéresser les personnes qui nous écoutent et qui réfléchiront à 2 fois avant d'organiser leurs prochaines vacances. Au-delà de ça, d'un point de vue professionnel, là où je trouve le propos intéressant, c'est que tu invites surtout tes interlocuteurs à changer de posture. Pour moi, c'est une question de posture. C'est-à-dire que jusqu'à certainement, il n'y a pas encore très longtemps, on accueillait effectivement le matin où les personnes se présentent à la porte et on leur dit bonne visite. Et tout ce dont tu parles, ça concerne vraiment l'avant-visite. On est dans l'anticipation, dans l'organisation, en tout cas, ça demande aux équipes qui vont accueillir de se mettre vraiment eux-mêmes en position de conseil. Ce qui est important, c'est un service supplémentaire, là, en fait. Oui, c'est un service supplémentaire. C'est-à-dire que nous, la promesse, c'est le plaisir. Le plaisir, il est gâché par des défauts de service. Alors, il y a des défauts de service sur lesquels on peut travailler. Il y a des défauts de service sur lesquels on se dit, je peux pas travailler parce que s'il y a du flux, il y a du flux. Mais en réalité, cette gestion de flux, comme elle est relativement, moi, j'ai fait des cours pendant des années sur les flux hebdomadaires, c'est-à-dire que les courbes sont toutes les mêmes, quoi. Donc c'est là-dessus, tu as 2 postulats. C'est soit tu peux te dire je vais modifier la courbe, mais c'est une illusion, parce que des fois on dit ça, le mois d'août c'est le mois d'août, tu feras pas un mois d'août au mois d'avril. Par contre, tu peux essayer de te dire quel est le pourcentage de population que j'ai au mois d'août que je peux déplacer au mois d'avril. Ensuite, tu peux essayer de te dire quel est le pourcentage de gens au mois d'août que j'ai le mercredi que je peux déplacer au samedi. Ça sera forcément minime, mais c'est déjà un bond spectaculaire parfois au niveau de satisfaction, parce que ça peut te faire descendre en deçà de ton seuil de saturation. Et après, il y a comment j'anticipe ces seuils de saturation. C'est-à-dire que dans des sites touristiques, il faut savoir s'adapter à une fréquentation qui varie de 1 à 3. Parce que notre métier, c'est de gérer du temps occupé. Donc ça veut dire que le mercredi, il faut plus de temps occupé que le samedi. Il faut plus de personnel que le samedi pour gérer plus de flux, plus de satisfaction, plus de restauration, etc. Alors souvent, on l'anticipe sur les caisses, on l'anticipe sur la restauration. Il faut aussi l'anticiper sur l'offre. Notre enjeu, c'est, quand je parle de temps occupé, ça veut dire qu'il faut mettre des animations supplémentaires, il faut densifier les animations pour qu'il soit plus de séances, soit des choses qui n'ont lieu que le mercredi, soit allonger la durée de visite, c'est-à-dire faire des ouvertures plus importantes sur ces journées-là pour fluidifier. Donc c'est là où l'analyse et la compréhension du parcours client, elle est importante. Elle est centrale. Elle est centrale parce qu'elle permet après qu'il profite pleinement de ce qu'on veut partager avec lui, qui est ce que j'appelais tout à l'heure l'expérience. Moi, l'expérience que j'ai retirée en tout cas, et c'est plus on est sensible au parcours, plus on optimise le vécu de l'expérience. Tu m'avais évoqué notamment le digital aujourd'hui. Le digital est un élément fondamental. Alors, il est fondamental, quand je parlais tout à l'heure de j'en rêve, j'y vais, j'y suis, j'en reviens. Le digital a complètement transformé le parcours client. Parce que il a transformé d'abord le j'en rêve et j'y vais. Mais maintenant, il est en train de transformer le j'y suis. Et on est en train de se rendre compte que si on l'intègre dans le j'en reviens, on génère du bouche-oreille, on génère de la continuité, etc. Simplement, au-delà des techniques à acquérir pour faire de la billetterie en ligne, ça c'est pas très compliqué. Simplement, ça bouleverse des organisations parce que quand vous mettez de la billetterie en ligne, ça veut dire que vous avez des gens qui arrivent avec un billet dématérialisé, là où avant il filait une carte bleue et ils payaient. S'il y a un incident, il faut pouvoir le gérer, etc., etc. Et ça oblige des gens. Dans l'entreprise, ça oblige des services qui ne se parlaient pas à se parler. Donc, c'est-à-dire que le digital, au-delà de ce qu'il génère en transversalité dans l'expérience client, dans les différents items que j'ai évoqués, c'est ça, en fait. Il génère aussi de la transversalité nouvelle dans l'entreprise. Donc, ça rejoint la notion de service. Et si on n'intègre pas ces évolutions, typiquement une application aujourd'hui qui permet de visiter un site, ça veut dire que elle est à la fois, elle va toucher à la fois la vente, donc tous les gens qui d'habitude s'occupaient que de la vente, elle va toucher l'arrivée, elle va toucher le vécu de l'expérience, donc l'exploitation, etc., etc.
ces sujets-là je veux dire, le digital est un sujet passionnant, mais un des éléments moi je pense que au-delà de l'expertise technique, c'est vraiment comment on ne perturbe pas la valeur ajoutée du digital en oubliant ses conséquences sur nos organisations internes. Je te remercie en tout cas énormément pour tous ces éléments. Je pense qu'à titre personnel, je vais devoir réécouter cet échange et prendre beaucoup de notes parce que je vis un cours de marketing en direct et ça fait du bien parce que je trouve que tu as ce don de conceptualiser et de simplifier au sens noble du terme des choses qui sont pas toujours faciles à expliquer à des lieux, à des gestionnaires qui parfois travaillent sur ces lieux depuis des années, un peu à la papa, sans vouloir être trop péjorative, mais qui ont leurs habitudes, qui disent on a toujours fait comme ça, et les accompagner pour les rassurer d'abord sur l'évolution nécessaire qui leur est demandée par leurs propres visiteurs, mais qui souvent leur fait peur, et ensuite leur apporter des arguments, leur apporter des preuves, les fameuses preuves de la confiance. Écoute, je fais ça depuis quand même maintenant quelques années et malgré tout, on continue de se trouver parfois face à de gros doutes. Donc merci pour tous ces partages. Merci à toi. Je vais te proposer de rester en Auvergne, mais de repartir dans les montagnes, de quitter Vulcania et d'aller dans les vrais volcans cette fois-ci. On va laisser Pitoufeu 2 minutes. Et ce que j'ai dit pour Vulcania, parce que c'était une expérience auvergnate, ça vaut pour une foire, ça vaut pour un salon, c'est les mêmes schémas. Ah oui. Ça, je l'ai très bien compris. On prend juste Vulcania parce que c'est effectivement ton expérience la plus forte en la matière, et puis ça permet de rendre le propos très concret. Tu l'as vécu de l'intérieur, c'est pas juste une vue de l'esprit ou une théorisation de prof de marketing. Et pourtant, j'aime beaucoup mes profs de marketing, je m'en souviens. Mais moi, en l'occurrence, je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec un parc d'attractions. Je travaille avec des châteaux, je travaille avec des musées, je travaille avec des collectivités qui ont des stratégies touristiques, et la question est exactement la même finalement. L'accueil d'un visiteur, que ce soit dans un parc d'attractions, dans un musée ou à l'échelle d'un territoire, c'est toujours la même question. Le avant, le pendant, le après, alors que tu as détaillé en encore plus de phases, mais ce avant et ce après est très souvent négligé. Alors ça s'améliore, mais c'est pas encore au point. Et le pendant dépend de bien plus de détails qu'on ne pourrait le penser. Ça s'arrête pas à je t'accueille à la caisse et puis ensuite tu te débrouilles sur ton parcours. Sur cette Auvergne donc dont tu n'es pas originaire, mais pour laquelle tu as eu un vrai coup de cœur, si je l'ai bien compris, puisque tu as décidé de venir y vivre ta nouvelle aventure familiale et professionnelle. Qu'est-ce que tu aimes de cette région ? Qu'est-ce qu'en tant que visiteur finalement de l'Auvergne, tu retrouves, quelles émotions elle te réveille, cette belle région ? L'émotion, d'abord il y a la nature. Et c'est vrai qu'elle est préservée ici, elle est multiple. C'est vrai que quand on a vécu là cette saison, un hiver avec une neige qui était très présente, c'est extraordinaire la façon dont les paysages changent. Voilà, moi c'est ça que j'aime, c'est ces paysages qui sont d'une très grande diversité. Ces endroits où on peut être totalement dépaysé, même si on les connaît, on y a été plusieurs fois, à chaque fois, c'est différent. Et puis il y a cette émotion très particulière qui est liée à l'Auvergne et ses volcans. Quand on monte au Pariou, alors qui plus est, qui est une balade tranquille, quoi, ça se fait en une demi-heure, 45 minutes. Et c'est à 20 minutes de Clermont. 5 minutes de Clermont, en 45 minutes, on peut avoir fait l'aller-retour, et avec des enfants tout petits. Quand vous arrivez là-haut, on voit le cratère. On est cette espèce de force tranquille. Donc il y a un double dépaysement. Il y a la beauté naturelle de la nature, si je puis dire. Et puis il y a cette singularité qui est très évocatrice parce que c'est une espèce de puissance endormie qu'on ressent quand même. Parce que, moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Et puis il y a aussi ce que j'aime beaucoup dans la montagne, que ce soit ici dans les Alpes ou ailleurs. Moi j'adore la montagne. C'est parce que je trouve que la beauté du paysage se mérite par l'effort qu'on a dû faire pour y aller. Et ça c'est un temps de marche qui est intéressant parce qu'il est souvent très introspectif. Mais il y a aussi perspective que ça offre, quoi. Quand on est en haut d'une montagne, les paysages sont magnifiques. Donc moi, c'est ça que j'aime en Auvergne. Et c'est vrai que j'ai souvent fait des visites récurrentes parce que les enfants étaient petits. Donc il faut des endroits
où ils puissent suivre. Et puis là, maintenant, je commence à avoir envie, puis le fait de l'avoir quitté aussi, puis de revenir, ça me donne envie de la redécouvrir encore plus. On peut faire 10 fois la même balade et ressentir des émotions différentes. Le lac de Servières, par exemple, on y va en hiver quand le lac est glacé, on y va quand ça commence à fondre, que la neige est un peu par-ci, par-là, et puis on y va l'été, quand c'est tout vert, et qu'il y a plus de gens, parce que des fois l'hiver, il n'y a pas grand monde. On le fait en raquette, on le fait en vélo, on le fait à pied, c'est une diversité qui est extraordinaire. Et alors on va s'orienter vers la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a 3 lieux, ton top 3 en Auvergne? Si tu devais conseiller à quelqu'un qui arrive en Auvergne, je rappelle que la chaîne des Puys Faille de Limagne est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc nous avons la chance de vivre dans un lieu exceptionnel au sens mondial du terme. Pour quelqu'un qui vient découvrir l'Auvergne ou qui ne connaîtrait pas encore l'Auvergne et qui se pose encore la question, parce que on garde une petite image un peu surannée encore en Auvergne. C'est pas la Creuse, mais pas loin. Quel serait ton top 3 des choses à faire découvrir? Moi, mon top 3, il est assez simple et il est plus lié aussi à une espèce de Madeleine de Proust. C'est des émotions, des premières émotions de découverte de cette région, puis après des plaisirs partagés entre amis ou en famille. Mais moi, j'aime bien aller au Pariou, parce que justement, c'est un dépaysement court. On monte au Pariou un dimanche matin, un samedi après-midi, entre midi et 2 en semaine. Enfin, voilà, t'as voyagé en 1 heure. Et ça reste d'une beauté incroyable. Donc c'est aussi un ressourcement fort et très accessible, et puis très emblématique de l'Auvergne. Oui, parce que je me permets de faire une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent. Le Puy Pariou, donc en Auvergne on appelle les volcans des Puys, P-U-Y. Le Puy Pariou est le volcan, alors en dehors du Puy-de-Dôme, c'est le volcan emblématique de l'Auvergne, parce que c'est le volcan parfait tel qu'on aurait envie de le dessiner sur une feuille, avec son cratère. Il est bien rond, il est bien doux, et c'est pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est celui qui est tout simplement représenté sur les bouteilles d'eau de Walwick. Voilà, et puis c'est une vue 360 aussi sur les autres. On l'a évoqué tout à l'heure, j'aime beaucoup le lac de Servières. Là aussi, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est simple. Enfin, qui est simple, c'est pas très loin, on fait le tour vite fait. Et en même temps, on peut y rester une demi-heure, comme on peut y rester 1 heure, 2 heures, 3 heures, si on suit les circuits qui demandent un peu plus d'effort pour monter autour. Mais voilà, pour moi, c'est toujours de l'émotion, c'est un petit Canada là-bas. Et puis après, il y a globalement un terrain de jeu que j'aime beaucoup, c'est le Sancy. Alors après, dans toute la diversité, et à travers le Sancy, ce que j'aime beaucoup aujourd'hui, ce que je conseillerais, c'est Horizon. C'est cette initiative qu'a mis en œuvre le Sancy de faire découvrir la région à travers des œuvres contemporaines qui s'exposent pendant l'été. Donc ils mettent une dizaine d'œuvres et ils les mettent dans des endroits, ils mettent sur le territoire. Donc c'est toujours une œuvre contemporaine qui est baignée dans la nature. Mais c'est génial parce que ça nous amène à découvrir. Moi, j'ai redécouvert l'Auvergne souvent par rapport à cette découverte. Alors après, il y a la curiosité qui donne un sens à la balade, mais en même temps, on va dans des coins où on n'irait peut-être pas naturellement ou spontanément, quoi. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis aussi, moi, je garde un très beau souvenir d'une œuvre qu'on avait fait dans le cadre d'Horizon pour les 10 ans de Vulcania, qui est resté elle pérenne. Mais voilà, ça, le Puy de Pariou, le lac de Servières, et tous les étés, une redécouverte à travers le regard d'Horizon. Super. Mais écoute, je te remercie beaucoup, François. J'espère que nos auditeurs auront envie de venir découvrir et visiter l'Auvergne suite à cet échange et surtout ces recommandations. Je te souhaite surtout bon vent en tant que fille de marin pour ta nouvelle aventure entrepreneuriale, et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Je remercie François Head de s'être prêté au jeu de cet entretien. François nous a partagé avec pudeur et authenticité ses anecdotes de visiteurs, mais aussi de professionnels de l'accueil, les valeurs auxquelles il tient et ses projets pour l'avenir. Vous pourrez le suivre et continuer cet échange avec lui sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn bien sûr, François Head, H-E-I-D, mais également sur Twitter. Pour mémoire, François a fondé l'agence de conseil Mémoire de Lune, à Clermont-Ferrand, pour accompagner les structures qui accueillent du public dans les domaines du tourisme et des loisirs. Quant à moi, la visiteuse,
Je suis tout simplement heureuse de vous avoir emmené faire une belle visite depuis chez vous. J'espère que vous avez passé un bon moment et qu'en vrai visiteur, vous en garderez un bon souvenir. Si vous avez aimé cette expérience, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous avez écoutés. Cela permet de faire remonter le podcast dans les suggestions et ainsi de faire découvrir l'expérience à d'autres curieux. Moi, cela me permet de progresser en prenant en compte vos remarques, comme n'importe quel lieu touristique. Pour votre information, je travaille en équipe et vos oreilles ont été bercées par le design sonore du talentueux Thomas du studio Mix & Mouse à Clermont-Ferrand. L'histoire vous a été contée par moi-même, Aude Compin. Je suis fondatrice de Comptoir Visiteur, une agence de conseil et de gestion de projet pour le développement des sites touristiques et culturels. Je suis installée à Volvic, au cœur des volcans d'Auvergne, inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. N'hésitez pas à vous connecter, je vous laisse les liens dans les commentaires de l'épisode. Merci pour votre écoute et je l'espère à très bientôt pour une nouvelle visite et une nouvelle découverte aux côtés de la visiteuse.